passe à l'étape supérieure. Et donc, ce que je voudrais souligner par là, c'est que toutes ces insultes, tout ce que vous avez relevé, qu'on voit à travers les réseaux sociaux, qu'on lit à travers les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Nous devons prendre des dispositions pour y mettre fin le plus rapidement possible, avant que cela ne dégénère, parce que ça peut nous conduire, ça peut nous mener très loin. C'est très dangereux. On doit prendre des dispositions. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. C'est un réel plaisir de venir encore développer des sujets. Ce soir, nous allons aborder 3 grandes thématiques, à savoir l'accès à la vaccination, parler de l'éducation, ainsi que le mieux vivre ensemble. Pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir depuis Dallas, au Texas, M. Mabiala Maoumba, que je m'en vais saluer. M. Mabiala, nous vous saluons. Merci, bonjour. Nous nous permettons de vous souhaiter meilleurs vœux, bonne année, parce que c'est la première fois que nous nous retrouvons. Oui, c'est bien tard, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire, Oui. surtout pour souhaiter du bien à quelqu'un. Donc, merci beaucoup et meilleurs vœux aussi. Et surtout à l'étranger, ici aux États-Unis Oui, d'Amérique. c'est un plaisir de rencontrer la communauté congolaise de Dallas. Ma première question, comment on débute cette année 2022? Ben, grâce à Dieu, je pense que tout va bien au niveau personnel et familial, mais nous savons qu'au niveau international, malheureusement, l'année a commencé avec une guerre dont on ne sait pas comment elle va se terminer, et c'est très dangereux parce que cette guerre risque de replacer, disons, de requalifier la situation internationale, et c'est un dossier à suivre avec beaucoup d'intérêt. Ce qui est vrai, la crise Russie-Ukraine vient de voler la vedette à la Covid-19 et beaucoup de gens se posent la question, où est passé le Covid? Non, la crise n'a pas volé la vedette, mais c'est une coïncidence parce que, rappelez-vous, déjà quelques semaines avant la guerre ou la crise d'Ukraine, les tendances étaient déjà à la baisse à cause ou grâce à la vaccination dans beaucoup de pays, notamment d'Europe et un peu en Amérique. La tendance était à la baisse parce qu'il y avait une forme d'immunité qui est en train de se constituer, de se créer. Vous savez que normalement, les spécialistes en santé publique disent que quand il y a une grande majorité de la population qui s'est fait vacciner, cela contribue à créer une sorte d'immunité collective. Et donc, nous bénéficions de cette immunité collective, et on a vu qu'il y a de moins en moins de nouvelles infections, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, il faut signaler que dans nos pays d'Afrique, en particulier en République démocratique du Congo, la RDC, notre pays, malheureusement, le taux de vaccination est très faible. Et vous avez entendu dernièrement le Conseil des ministres a donné des chiffres. Il y a à peine environ 430 000 personnes qui ont été vaccinées. Et alors que l'objectif est de 53 millions. Alors vous voyez l'écart. L'objectif est de vacciner 53 millions, mais jusqu'à présent, il n'y a même pas encore 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Même pas 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Dallas. Vous êtes expert dans des questions d'éducation. Et la vaccination pour lutter contre le Covid-19 fait partie d'une éducation de masse. Selon vous, quel est le constat que vous faites pour la RDC? Et puis, qu'est-ce que le gouvernement congolais pourrait mettre en œuvre pour sensibiliser sur le plan éducationnel les Congolais à pouvoir accepter, par exemple, la vaccination?
Ok. Alors, je suis expert en éducation, oui, c'est vrai, mais je suis également expert en communication pour les changements sociaux et de Tout à comportement fait, oui. appliqués à la santé. Et je signale d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de travailler pendant 10 ans à l'école de santé publique de l'université Johns Hopkins, ici aux États-Unis, à Baltimore, spécialement au centre des programmes de communication, où j'étais responsable de l'équipe francophone. Donc, et mon travail était entre autres d'appuyer les États partenaires ou les projets dans le cadre de la communication pour les changements sociaux et des comportements en matière de santé. Donc je connais très bien ces domaines-là et mon analyse en ce qui concerne la vaccination liée à la COVID-19 est que malheureusement dans notre pays, nous sommes en train de payer les erreurs qui ont été commises dès le départ. Ah bon? Vous vous rappelez, au départ, malheureusement, nous n'avions pas, en tant que pays, en tant qu'État, nous n'avions pas de stratégie cohérente tout au début. On a tâtonné et même la stratégie gouvernementale était très mauvaise, il faut le reconnaître, parce que le gouvernement lui-même l'a reconnu un peu plus tard. Donc il n'y avait pas une stratégie cohérente, ce qui fait que ces tâtonnements ont renforcé la méfiance de la population vis-à-vis de la maladie et même vis-à-vis de la Covid. Et comme conséquence, c'est que dès le début et jusqu'à présent, beaucoup de Congolais, en particulier les Quinois, sont convaincus que cette maladie n'existe pas. Et donc, dans une situation comme celle-là, en matière de comportement, quand on vous dit que quelque chose n'existe pas, automatiquement, vous n'allez pas prendre les dispositions pour vous en protéger, puisque ça n'existe pas. Et donc, c'est disons, c'est ce mauvais démarrage, c'est ce mauvais démarrage qui fait que jusqu'à présent, il y a des réticences au sein de la population. En ce qui concerne la vaccination, même en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Les gestes barrières, ce sont des petites stratégies très efficaces parce que, vous savez, le coronavirus se transmet entre autres par les petites gouttelettes ou les gouttelettes, pour ne pas faire une tautologie, par les gouttelettes qui sortent de notre bouche quand nous parlons, quand nous chantons, quand nous toussons, quand nous éternuons. Alors, ces gouttelettes peuvent contenir le virus. Si quelqu'un est contaminé et que au moment de parler ou de chanter, de tousser ou d'éternuer, ces gouttelettes sortent, ces gouttelettes peuvent contribuer à contaminer la personne ou les personnes qui sont en face. Et donc, geste barrière, la distance, c'est le premier geste barrière, c'est-à-dire faire en sorte que même si ces gouttelettes sortent de ma bouche, ne puissent pas vous atteindre parce que vous êtes assez loin. Ça, c'est le premier geste barrière. Deuxième geste barrière, c'est porter les cache-nez, le masque. Parce que quand je tousse, ces gouttelettes, les masques empêchent ces gouttelettes de vous atteindre et donc de vous contaminer. Et troisième geste barrière, c'est le lavage de mains. Parce que nous savons que nos mains, nous les utilisons pour beaucoup de choses, mais nos mains portent également toutes sortes de virus, de microbes. Quand quelqu'un éternue, tousse, laisse des virus sur la table, quelqu'un touche et ensuite nous portons les mains sur la bouche, les nez, etc. Cela contribue à faire, disons, à la contamination, faire circuler le virus. Et donc, les gestes barrières, ce sont des moyens simples d'éviter, de rompre la contamination. Mais malheureusement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à cause des tâtonnements du début, à cause d'une mauvaise stratégie en termes de communication, la population ne respecte pratiquement pas ces gestes barrières. Et jusqu'à présent, évidemment, pour ceux qui sont à Kinshasa, on observe que rares sont les personnes qui portent le cache-nez, qui portent le masque, sauf dans certaines circonstances bien précises où cela est devenu, où il y a une obligation de le faire. Maintenant, ça c'est les premières stratégies, si vous voulez, le respect des gestes barrières. Maintenant, la deuxième stratégie pour faire face à cette maladie, c'est la vaccination. Et là aussi, nous savons comment les fausses informations, les fake news, comme on dit en anglais, comment les fausses informations
ont contribué à polluer le climat, l'atmosphère, la circulation des informations, et comme conséquence, il y a eu toutes sortes de mauvaises informations qui ont circulé, qui ont fait que cela ne favorise pas l'acceptation de la vaccination par les Congolais. De partout où vous nous suivez, très chers téléspectateurs, nous sommes ici aux États-Unis, précisément à Dallas, où nous recevons pour vous Monsieur Maoumba Mabiala. 3 questions rebondissent du constat que vous faites. Quelle est l'adéquation? Comment répondre à cette adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à la lutte contre la Covid en République démocratique du Congo? Premièrement, plus de moyens sont focalisés dans la prise en charge médicale que dans la sensibilisation. En tant qu'expert en communication, surtout de masse, vous avez épinglé des éléments de tâtonnement. Et ce tâtonnement a eu une répercussion sur la communauté congolaise en disant soit cette maladie existe ou n'existe pas. Et puis, de 3, comment lutter contre les on-dit et les mauvaises informations, la désinformation? Comment lutter? Comment l'État congolais peut intégrer cela dans leur approche stratégique de lutte contre la pandémie en République démocratique du Congo, pour dire que les moyens ne doivent pas être seulement concentrés dans la prise en charge médicale, parce que la prise en charge médicale, c'est déjà le point final de la pandémie, parce que le malade va voir le médecin, mais est-ce qu'avec la communication, on peut empêcher ou réduire cette fréquentation des malades qui vont voir le médecin parce qu'ils auront intégré en eux, sur le plan communicationnel, tous les gestes barrières, toutes les bonnes communications afin de lutter contre les fake news? Monsieur Mabiala Maoumba. Alors, la question de la prise en charge par rapport aux moyens à mettre en œuvre pour la prévention, moi je dirais que les 2 aspects doivent aller de pair. Parce que quand nous parlons de prise en charge, ça signifie concrètement quoi? Que des personnes sont tombées malades et qu'il faut les soigner pour les guérir, pour que ne puissent pas mourir. Et nous savons, rappelez-vous, il y a presque 2 ans, comment, quand cette pandémie a commencé, il y a eu des milliers de morts dans les pays du Nord. Et ici, aux États-Unis, à l'heure actuelle, je crois que d'après les statistiques des CDC, nous avons atteint à peu près 900 000 personnes américaines qui sont mortes de cette maladie. Mais c'est énorme, c'est inimaginable. Donc, dès le début, il fallait effectivement mettre le moyen dans la prise en charge. C'était une bonne décision. Mais parallèlement ou simultanément, il fallait également, évidemment, mettre le moyen dans la mise en place d'une bonne stratégie de communication et de prévention et d'une bonne stratégie d'engagement communautaire. Une stratégie qui aurait fait que la population congolaise puisse, s'informer, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, parce que là aussi il y a beaucoup de flou, savoir exactement qu'est-ce qui se passe. 2, être impliqué dans la lutte contre cette maladie, parce que quand quelqu'un se sent en danger, que ce soit dans sa propre maison, dans un village ou dans une communauté, quand les gens se sentent en danger, ils sont conscients du danger, ils vont spontanément se mobiliser pour faire face au danger, pour lutter contre ce danger. Cela n'a pas été le cas et c'était justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, les conséquences, nous payons les conséquences jusqu'à présent. Maintenant, en ce qui concerne les fausses informations, les rumeurs, bon, pas les rumeurs, mais les fausses informations, les fake news, comme on dit en anglais, les fausses nouvelles ont toujours circulé depuis que le monde est monde, depuis que le monde existe, il y a toujours des fausses nouvelles. Maintenant, ces fausses nouvelles circulent parfois de façon, disons, inconsciente. Il y a des gens qui font circuler des fausses nouvelles sans nécessairement avoir l'intention de faire du tort aux gens. Par exemple, à Kinshasa, quand cette maladie a commencé, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, les gens n'étaient pas tout à fait au courant de ce qui s'est passé. L'information vraie, véridique, n'a pas été diffusée à temps. Et ça fait qu'il y a des bribes d'informations qui circulaient et cela donne lieu, a donné lieu à des fausses nouvelles parce
Au fur et à mesure qu'une information circule dans une communauté, chaque fois, il y a ce qu'on appelle déperdition. Il y a toujours une partie qui se perd, il y a une partie qu'on ajoute, chacun ajoute son sel et ses pili-pili, comme on dit à Kinshasa. Et finalement, c'était peut-être une information très simple et ça devient quelque chose de complexe avec beaucoup de fausseté là-dedans. Donc, dès le départ, il aurait fallu donner la vraie information le plus rapidement possible, de façon permanente, de telle manière qu'il n'y ait pas de place de doute à des questions. Et ça, c'est le deuxième aspect. Maintenant, quand cette maladie a commencé, les gens s'est posé des questions, beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal. Partout au monde, quand il y a un danger qui arrive, les gens se posent des questions. Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de répondre à toutes les questions que la population s'est posées. Et si la population n'a pas de réponses, évidemment, elle est exposée à toutes sortes de fausses nouvelles qui circulent, qui viennent de gauche à droite, surtout à l'heure des réseaux sociaux où de façon instantanée, une information vraie ou fausse peut atteindre des milliers, des millions de gens en un clic. Vous voyez, donc c'est cela qui a manqué, une stratégie qui aurait permis de façon rapide de faire circuler des vraies informations rapidement, de façon permanente et répondre adéquatement aux questions que la population se pose. Et à l'heure actuelle, en ce qui concerne la vaccination, le même problème se pose. La population se pose des questions sur la vaccination. Il faut que nous puissions identifier toutes ces questions et apporter des réponses à ces questions. Il ne suffit pas simplement de dire venez vous faire vacciner, telle autorité s'est fait vacciner, faites comme lui. Ça ne suffit pas. Il faut rassurer la population en apportant des réponses concrètes aux questions que cette population se pose. Il y a aussi la désinformation implicite. Je vais m'expliquer. La guerre en Ukraine, France 24, toutes ces grandes chaînes, CNN, les statistiques, les données sur la Covid disparaissent. L'importance de passer à la 3e dose de vaccination disparaît. Les passes sanitaires, les flux migratoires dans la frontière entre l'Ukraine et ses pays voisins européens, notamment la Pologne, les gens se posent la question. Et quand vous allez dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, la communauté sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, implicitement disent qu'il n'y a pas Covid. Parce que ces mêmes journalistes qui alarmaient les communautés par rapport à la Covid, que ce soit avec France 24, CNN, ainsi de suite, on se pose la question, les statistiques sont passées où? Est-ce que, par là, la communauté internationale ne peut pas se poser la question, même ceux de la RDC, que réellement cette maladie n'existe pas. Parce qu'on n'en parle plus, on donne la part belle à la crise ukrainienne. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, M. Mabiala, vous qui êtes expert en éducation et en communication de masse aussi? D'abord, en ce qui concerne l'existence de la maladie elle-même, ne tombons pas dans les pièges de la manipulation. Nous savons que cette maladie existe parce que nous avons vu des gens mourir. Mais on n'en parle plus, les statistiques. Non, mais un moment, oui. Nous avons vu des gens mourir. Donc cette maladie existe réellement, puisque je viens de rappeler, ici aux États-Unis, depuis le début de la pandémie, on a enregistré environ 900 000 Américains ou de 900 000 personnes qui sont mortes de cette maladie. Donc, on ne peut pas le nier. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que depuis le début de cette pandémie et maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de prévention, mais aussi en termes de prise en charge médicale. Sans oublier le variant Omicron. Oui, voilà. Mais tout ça, ça fait partie du processus qui nous a conduits jusque-là. Parce qu'au début, on ne savait pas très bien comment faire. On voyait les gens mourir. On hésitait même au niveau, même les spécialistes de médecins ne savaient pas exactement quelle thérapie administrer, etc. C'était tout à fait normal, puisque c'était une maladie nouvelle. Mais quand
les spécialistes ont compris de quoi il était question. Il y a eu des stratégies qui ont été mises en place et qui ont donné les résultats actuels. Et parmi ces stratégies, c'est la vaccination. Les gens se sont massivement fait vacciner dans beaucoup de pays. Et cela a contribué à réduire, si vous voulez, la prévalence de cette pandémie. C'est-à-dire le nombre de cas au sein de la population a baissé grâce en partie à la vaccination. Donc c'est cet effort qui a été fait. Et donc, comme le nombre de cas a baissé, on ne voit plus de gens mourir en masse comme au début. Parce que rappelez-vous, c'était une catastrophe. Donc c'est cela. Bon, ça coïncide malheureusement avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est une urgence, évidemment. Vous savez, les événements se bousculent. C'est tout à fait normal en termes d'attention. L'être humain est toujours attiré par ce qui est le plus proche. Maintenant, les Européens, c'est la première fois qu'on parle de guerre en Europe entre deux pays depuis 2 années. Donc c'est tout à fait normal que l'attention des médias soit maintenant portée sur la guerre en Ukraine. Ce qui ne veut pas dire, et ça nous devons faire très attention, nous les Africains, nous les Congolais, cela ne veut pas dire que cette maladie n'existe plus. Nous devons faire attention parce qu'on ne sait pas, demain, un autre variant peut ressurgir. Voilà, exactement, peut ressurgir. Et c'est pourquoi nous devons faire l'effort que les Occidentaux ont fait, c'est faire vacciner. Parce que notre niveau de vaccination, le taux de vaccination n'est pas suffisant dans notre pays. Je parle de la RDC en particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées pour créer cette immunité collective dont j'ai parlé au début. Monsieur Mabiala Maoumba, nous sommes vraiment ravis avec les téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Vous êtes expert dans les domaines de vos compétences et nous en profitons pour vous poser plus de questions. La première préoccupation est celle-ci. En République démocratique du Congo, comme la plupart des pays africains, ils n'ont pas les moyens techniques, scientifiques et financiers pour faire des vaccins. Et la plupart des vaccins, les doses qui viennent, sont des dons qui sont gérés par l'OMS. Et puis, une autre spécificité, la Covid-19, pour le commun des mortels et le Congolais, était une raison pour brimer, pour arracher certains droits à la population. Nous le voyons en France, par exemple, qui est le pays de liberté, fraternité, égalité, où certaines personnes ne pouvaient pas entrer dans des grandes surfaces, n'ayant pas de passes sanitaires qui obstruent même le droit, les libertés garanties à chaque personne. Et ça devenait comme un passe-passe pour aller au-delà de la constitution de certains pays. Tout ça, quand nous regardons en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens, on se dit, quelque part, il y a préoccupation. Et sur le plan communicationnel, chacun est libre, liberté d'expression. Et nous remarquons avec la Covid que la liberté d'expression devient de plus en plus diminuée. Et même si vous allez sur les réseaux sociaux où vous parlez du mal de la Covid, vous voyez, vous êtes signalé par exemple. Est-ce que tout cela ne renforce pas cette désinformation pour que chacun se tire une conclusion pour dire finalement, cette maladie n'est pas ce qu'on prétend dire. Sur le plan communicationnel, comment répondre à cela? Alors, c'est un grand défi sur le plan communicationnel. C'est vraiment un grand défi. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de spécialistes dans ce domaine qui sont déjà en train de tirer les leçons pour l'avenir. Parce que cette crise a été une crise majeure du point de vue sanitaire, mais aussi du point de vue communication pour le changement social et les comportements. Donc nous allons en tirer les leçons, mais d'ores et déjà, j'aimerais dire que la question de liberté devrait faire partie du contenu en termes de communication. Parce que les gens, quand il y a un danger, il faut que les gens comprennent pourquoi on leur
dit de faire ça et non pas ça. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des moutons. Donc, on ne peut pas juste nous dire faites ça, faites ça, faites ça. On doit nous expliquer et nous devons comprendre et nous devons voir que cela est dans notre intérêt. Ouais. Tout cela fait partie du processus communicationnel aussi. Ouais. Il y a des pays qui l'ont fait si bien, il y a d'autres pays qui ne l'ont pas fait de façon adéquate. Oui, mais tout cela, nous devons tirer les leçons. Parce que c'est vrai que quand une situation qui risque de compromettre la vie de millions de personnes se produit, mais nos libertés individuelles, qu'est-ce que ça représente par rapport à la vie de millions de personnes? Vous voyez? Par exemple, moi j'ai vu, nous sommes ici aux États-Unis, j'ai assisté un peu avec beaucoup d'amusement à ces débats-là entre certains États où les gens refusaient de porter le masque, d'autres, etc. Oui, en vertu de la liberté individuelle. Mais tout le monde, y compris moi, nous sommes pour la liberté individuelle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que, à cause de notre liberté individuelle, nous devons exposer des milliers et des milliers de gens à un risque qui peut être mortel? Ouais, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pays qui ont intégré cela dans leur stratégie communicationnelle. Il y a d'autres pays qui n'ont pas très bien intégré cela dans leur stratégie communicationnelle. Et puis, même ceux qui ont intégré cela dans leur stratégie communicationnelle, il y a des pays où cela a bien marché, d'autres pays, dans certains cas, cela n'a pas bien marché. Et c'est tout à fait normal parce que la communication n'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est pas ça. Nous sommes en face d'êtres humains dont les comportements sont complexes et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte quand on est en face, disons, d'une situation comme celle-là. Vous nous suivez de Libenge, vous nous suivez de Jolou, vous nous suivez de Mombaimbong, vous nous suivez de Paris, vous nous suivez de Bruxelles, vous nous suivez de Oslo, vous nous suivez de New York, vous nous suivez à Dallas. Nous sommes présentement aux États-Unis, ici à Dallas avec M. Maumba Mabiala, avec qui nous échangeons sur les questions d'actualité. Nous avons parlé dans cette première partie concernant l'accès à la vaccination. Il nous a fait comprendre que tout était question d'une très bonne communication. Maintenant, nous passons à la seconde partie où nous allons nous appesantir sur l'éducation ainsi que sur le mieux vivre ensemble. Professeur, vous l'avez expliqué, vous avez une forte expérience internationale concernant l'éducation et la communication. Nous avons une question que nous avons souvent débattue sur la gratuité de l'enseignement qui est garantie dans la Constitution congolaise, mais nous connaissons la réalité. Et puis, nous avons aussi débattu des questions de ce bombe à retardement qui était les Wewa, nos compatriotes sur les motos, faisant les motos-taxis. En prenant votre expérience internationale, comment la RDC peut relever les questions de l'éducation? Cette éducation qui permet d'être intégrée dans le besoin du développement de notre pays. Comment on peut faire cela? En partant, vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez travaillé pour l'UNESCO. Comment faire? Et là, dans notre auditoire, ceux qui nous suivent, le chef de l'État congolais, le gouvernement, et tous ces Congolais intéressés sur cette question de l'éducation. Alors, j'aimerais d'abord rappeler que pour tous les pays au monde, je pourrais dire que l'éducation et la formation constituent en quelque sorte le soubassement, le fondement même de ces sociétés-là. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas une bonne politique en matière d'éducation et de formation des enfants et des jeunes. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, en ce qui concerne la RDC, vous avez fait allusion à la politique de gratuité de l'enseignement pour permettre à un très grand nombre d'enfants d'aller à l'école. Je dois dire de façon claire et nette que tous les Congolais, et
pas seulement des Congolais, tous ceux qui aiment la RDC, tous ceux qui aiment ce pays, devraient soutenir cette politique de gratuité. Parce que quand nous parlons de l'éducation pour tous, l'accès à l'école, c'est la première étape, c'est le minimum que nous puissions faire pour notre pays, faire en sorte que tous les enfants aillent à l'école. Ça, c'est le minimum que nous pouvons faire. Or, malheureusement, jusqu'à récemment, il y avait encore des millions d'enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école à cause des frais scolaires qui étaient trop élevés par rapport aux revenus de leurs parents. Il y avait, quand on regarde les données, on analyse les données actuelles du système éducatif congolais, je regarde ce qu'on appelle le taux d'achèvement au niveau secondaire. C'est-à-dire, si on prend 100 élèves qui commencent la première année primaire, combien vont terminer, vont aller jusqu'à la fin de l'école secondaire, jusqu'au diplôme d'État? Chez nous, en RDC, ce taux est d'à peine 31%. Ce taux est d'à peine 31%. C'est-à-dire, de façon simple, de façon concrète, sur 100 enfants qui ont commencé la première année primaire, il y a à peine 31 d'entre eux sur les 100 qui vont arriver jusqu'à la fin de l'école secondaire. Tout le reste, tous les autres abandonnent en cours de route. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les enfants et les jeunes abandonnent l'école. Mais les enquêtes ont montré que 61% d'entre eux abandonnaient l'école, surtout au niveau primaire, à cause des frais de scolarité, parce que leurs parents étaient incapables de payer. Vous voyez, donc le niveau de pauvreté est tel que les parents n'arrivaient pas à payer. Et donc la politique de gratuité est une réponse appropriée, adaptée. Et c'est une réponse qui fera en sorte que ces enfants auront au moins la chance de rester à l'école, d'aller plus loin. Maintenant, évidemment, il y a d'autres problèmes, notamment le problème de qualité, le problème de pertinence des contenus éducatifs, qu'est-ce que les enfants apprennent, etc. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais au moins, celui-là, l'accès, c'est le minimum que nous puissions faire pour un pays, faire en sorte que tous les enfants aillent à l'école et aillent le plus loin possible. Mais l'accès à l'école pour tous les enfants doit tenir compte d'un certain nombre de conditions. Par exemple, le renforcement des capacités des enseignants, des installations scolaires suffisantes et surtout la prise en charge adéquate de ces enseignants. Parce que vous-même, si vous n'êtes pas enseignant au niveau des écoles primaires et secondaires, à l'université, vous l'êtes. Donc, par solidarité, vous savez ce que vit l'enseignant. Parce que l'enseignant aussi est parent. Comment parler de la gratuité de l'enseignement quand le social de l'enseignant lui-même, l'acteur principal qui doit former les futurs médecins, avocats, journalistes, président de la République, général et consorts, n'est pas prise en compte de manière adéquate par rapport à cette question de la gratuité. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on parle de système éducatif. Système éducatif. Et dans un système, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs composantes. L'accès, c'est l'une des composantes. C'est très important. Faire en sorte que les enfants aillent à l'école, soient inscrits, commencent, continuent. Mais évidemment, ce n'est pas la seule composante. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce que les enfants vont apprendre concrètement, qu'est-ce qu'on leur enseigne, les contenus. Mais aussi, ce que vous venez de dire, qui enseigne et dans quelles conditions. Les conditions de vie et de travail des enseignants. Ce sont des facteurs extrêmement importants. Ouais. Mais alors, c'est évident que si on veut transformer positivement notre système éducatif, nous devons apporter des solutions à l'ensemble de ces composantes. Nous devons faire en sorte que tous les enfants sont inscrits à l'école et y vont. Nous devons faire en sorte qu'il
ils bénéficient d'une éducation de qualité, c'est-à-dire les objectifs d'apprentissage que nous avons fixés, que ces objectifs soient atteints. Nous devons faire en sorte que ceux qui enseignent, c'est-à-dire les maîtres, les enseignants, les fassent dans de bonnes conditions de travail et soient motivés sur le plan salarial, sur le plan social, etc. Mais nous devons faire en sorte aussi que ce que les élèves apprennent soit utile, que ce soit des connaissances et des compétences qui leur servent pour la vie. Ce n'est pas seulement apprendre la théorie, mais aussi des notions pratiques, des compétences qui leur permettent de résoudre concrètement des problèmes auxquels ils sont confrontés dans la vie. Donc il y a toutes ces composantes. La question qui se pose maintenant, par où commencer quand on n'a pas suffisamment de ressources? Oui, parce que on ne se rend pas compte, mais toutes ces composantes nécessitent d'énormes ressources. Toutes ces composantes nécessitent d'énormes ressources. Et c'est la raison pour laquelle, même si on commence simplement par la composante gratuité, il faut soutenir cela parce que c'est un début. Soutenir cette composante, que cette composante réussisse, tout en travaillant tous ensemble en tant que nation, pour que nous puissions dégager des ressources additionnelles qui vont nous permettre de faire face aux défis liés à toutes les autres composantes. Parce que qui n'accepterait pas que nos enseignants soient dans de bonnes conditions? Et nous savons que si nos enseignants ne sont pas dans de bonnes conditions, nos enfants n'apprendront pas. Donc qui n'accepterait pas ça? C'est ce que nous souhaitons. Et donc c'est très important qu'en tant que nation, nous fassions cet effort-là. Oui. Maintenant, il y a évidemment des problèmes qu'on peut résoudre. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui vont demander un peu plus de temps. Parmi les problèmes qu'on peut résoudre maintenant, vous avez parlé justement des WEWA. Les WEWA, c'est-à-dire tous ces jeunes-là certains ont même des diplômes universitaires, qui n'ont pas pu trouver des emplois décents. Voilà, qui n'ont pas pu trouver des emplois décents et qui se retrouvent comme conducteurs de moto, donc comme taximens en quelque sorte, taxi-moto, qui font les taxi-moto. Ce qui est regrettable quand même, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école pour devenir taxi-moto, pour faire des taxis-moto. Alors, mais je dis toujours que c'est une soupape de sécurité, parce que s'il n'y avait pas ces taxis-moto, mais ce serait catastrophique pour ces jeunes. Mais ça leur permet de trouver quand même le moyen de subvenir à leurs besoins. Cependant, nous devons garder à l'esprit qu'il est urgent de réformer l'ensemble de notre système éducatif pour intégrer, pour privilégier la dimension professionnelle et technique, de sorte que tous ces jeunes qui terminent l'école, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau supérieur, puissent terminer l'école avec des compétences professionnelles qui leur permettent de faire face aux difficultés de la vie. Et c'est ça toujours mon credo, si vous voulez, comment faire en sorte qu'on puisse privilégier la formation professionnelle et technique. Ça, c'est très, 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 très important. Mais ça, c'est des réformes qui doivent... qui vont certainement prendre du temps, mais nous devons commencer le plus rapidement possible, et peut-être par transformer certaines sections, comme on dit, humanité chez nous. Par exemple, toutes ces écoles, toutes ces sections, humanité littéraire, ou je ne sais plus, biochimie, maths physique, pédagogique, comment faire en sorte que nous puissions réformer l'ensemble du système pour permettre à ceux qui le peuvent d'aller à l'université, mais aussi permettre à ceux qui n'ont pas l'intention d'aller à l'université de terminer quand même l'école secondaire avec des métiers, des compétences qui leur permettent de faire face aux circonstances de la vie. Les bonnes choses ne durent pas. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges, M. Mabiala Maoumba. Nous allons terminer avec le mieux vivre ensemble. Comment mieux vivre ensemble? Je vais ouvrir une petite parenthèse, une anecdote. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila, a invité deux artistes étrangers africains, l'une ivoirienne Edoxy Yao et l'autre malien, je pense, Grand P. Mais sur la toile, nous avons remarqué un acharnement
sur les physiques de deux artistes africains. C'est vrai, le Congolais a le droit de pouvoir revendiquer sur la gestion de la cité par rapport à ses dirigeants, mais par rapport à ces autres, ces invités, vous allez sur Twitter, vous allez sur Facebook, déferlement des attaques physiques sur la morphologie, sur le physique des personnes. Là, c'est sur le plan culturel, prétendu venu par rapport à la sensibilisation de Kimbo Peto, ce qui a été jeté en touche par le porte-parole du gouverneur, Madame Tabou, la chargée de communication, voulais-je dire, de l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous remarquons en politique les militants de tel parti s'en prendre sur les militants d'un autre parti. Dans certains coins de Kinshasa, il ne fait pas bon être militant ou membre de tel parti. Nous allons à l'intérieur du Congo, dans les provinces, mêmement. Le Congo de Lumumba, le Congo chanté par Madilou, Luambo, Grand Calais, ce Congo hospitalier. Où est-elle passée? Déjà, entre nous, nous avons du mal à vivre. Comment faire pour retrouver ce mieux vivre ensemble? Nous sommes à l'ère du numérique. L'Internet est une porte qui permet d'observer le comportement de masse des populations. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, qui ont sollicité l'hospitalité des peuples autochtones, mais comment nous ne savons plus remettre cet ascenseur? Monsieur Mabela, comment tirer cette sonnette d'alarme sur le mieux vivre ensemble en tant que Congolais? Vous soulevez là des questions très importantes. Et je suis content d'ailleurs que vous ayez placé tout cela sous la thématique du vivre ensemble. J'ai été pendant 6 ans directeur de l'éducation et de la jeunesse à Paris, à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Et dans le cadre de mes fonctions à l'OIF, j'ai eu à mener, à superviser des programmes pour lutter contre l'extrémisme violent, notamment chez les jeunes. Et je vous dis que même les attentats qu'on a observés il y a quelques années, par-ci, par-là, et les appels à la violence, parfois armée, nous avions constaté que tout cela commence toujours par des discours de haine. Ça commence toujours par des discours et ensuite on passe à l'étape supérieure. Et donc ce que je voudrais souligner par là, c'est que toutes ces insultes, tout ce que vous avez relevé, qu'on voit à travers les réseaux sociaux, qu'on lit à travers les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Nous devons prendre des dispositions pour y mettre fin le plus rapidement possible, avant que cela ne dégénère, parce que ça peut nous conduire, ça peut nous mener très loin. C'est très, 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 très dangereux. On doit prendre des dispositions sur le plan légal, sur le plan de la répression, parce que dans certains cas, ce sont des infractions pénales. Donc sur ce plan-là, je pense que les spécialistes, je n'ai rien à leur dire, ils savent de quoi je parle. Sur ce plan-là, c'est important que le pouvoir public puisse sévir. Maintenant, il y a d'autres aspects qui concernent le respect de l'autre, qui concernent le vivre ensemble dans ce sens que nous constituons une nation, mais nous sommes différents aussi. Par exemple, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs provinces, et en tant qu'être humain, nous sommes différents. Il y a des compatriotes, par exemple, qui vivent avec handicap. Ils ne sont pas moins congolais que les autres. Et donc, c'est important que dans un processus d'éducation, dans les processus d'éducation, de conscientisation, de sensibilisation, nous puissions constamment rappeler à nos compatriotes
que nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons des différences, mais c'est à nous de faire en sorte que ces différences deviennent des atouts plutôt que des obstacles à notre propre épanouissement. C'est très, 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 très important. Et nous constatons aussi que beaucoup de jeunes sont manipulés. Et je l'ai dit une fois de plus, par rapport à mon expérience au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, j'avais eu l'occasion de sillonner, de travailler dans plusieurs pays au sein de l'espace francophone. Les jeunes sont manipulés et non seulement ils sont manipulés, mais ils sont également les premières victimes de ces violences. Et en RDC, surtout à l'approche des prochaines élections législatives et présidentielles, nous devons redoubler de vigilance pour lutter contre le tribalisme. On voit les manifestations à travers les réseaux sociaux, lutter contre les tribalismes, lutter contre les discours de haine. Il y a des insultes qu'on ne doit pas tolérer, je les répète, et travailler pour renforcer la cohésion nationale, l'unité nationale. Et ce n'est pas trop tard. Je pense que nous ne sommes pas à un point de non-retour. Nous pouvons encore nous ressaisir et mettre en place des stratégies appropriées pour justement consolider ce vivre ensemble, qui est très important, qui est un atout, parce que la RDC est un pays riche de ses potentiels, de ses potentialités naturelles, mais aussi riche de sa diversité culturelle, riche de son patrimoine culturel, riche de ses ressources humaines. Ça, c'est très, 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 très important. Je profite de l'occasion pour faire un commentaire sur l'arrivée des artistes guinéens et ivoiriens. Je ne connais pas les contextes de leur arrivée, mais là aussi, je pense que si nous ne sommes pas d'accord, si certaines personnes ne sont pas d'accord de l'arrivée, on ne doit pas s'en prendre à leur, disons, à leur état physique. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable, c'est inacceptable. Par exemple, faire allusion à la taille de Grand P. Grand P, oui. Oui, c'est inacceptable. C'est un artiste, point. C'est un artiste, point. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord que ce soit lui qui vienne comme invité, vous pouvez le dire, c'est votre... Vous ne pouvez pas le dire en faisant allusion à son physique. Ou que ce soit la dame, vous ne pouvez pas l'insulter en faisant référence à son physique. C'est inapproprié et c'est inacceptable. Cela étant dit, maintenant, l'opération King Bopeto, nous devons souligner que nous avons noté avec plaisir qu'il y a des véhicules, il y a du matériel maintenant pour contribuer à assainir la ville. Mais je pense que ce qui manque, il va falloir s'y atteler le plus rapidement possible. C'est une bonne stratégie de communication en vue de favoriser l'adoption de comportements nouveaux chez les Kinois. Et ça, c'est un travail qui ne doit pas être confié à n'importe qui. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux Kinois, faites ça ou ne faites pas ça, c'est pas ça. Il faut une bonne stratégie de communication et d'éducation pour favoriser des changements de comportement chez les Kinois. Nous allons complètement terminer notre magazine avec 2 questions d'actualité. La toute première, c'est le mois de la femme. Quel est le message à envoyer à travers notre magazine à la femme congolaise? La femme congolaise, nous avons la chance d'abord de compter des compatriotes qui sont très conscients de leurs droits et qui se battent pour que leurs droits soient respectés. Je soutiens évidemment ces combats et j'aimerais juste dire
que nous, en tant qu'hommes, nous devons être à côté de ces femmes, de toutes les femmes qui se battent au quotidien pour le respect des droits des femmes. Et c'est dans cette perspective que je soutiens évidemment l'approche de la masculinité positive, parce que je considère que le combat des droits des femmes, ce n'est pas seulement un combat des femmes, c'est le combat des femmes et des hommes. Ce mois de la femme devrait être placé sur le point de vue de réjouissance, célébration, ou bien sur le point de la réflexion sur la situation de la femme en République démocratique du Congo et sa contribution à l'avancement du pays. Vous savez, parfois quand il y a des manifestations récréatives, si vous voulez, qui sont prévues, si ces manifestations sont bien organisées et s'insèrent dans une perspective stratégique cohérente, elles peuvent être utiles. Elles peuvent contribuer à alimenter la réflexion. Parce que les concepts de journée internationale, que ce soit journée internationale de la paix, journée internationale de l'éducation, journée internationale, les concepts ont été mis en avant pour attirer l'attention sur ces problématiques. Donc c'est une façon d'attirer l'attention, et attirer l'attention, ce n'est pas seulement une réflexion. Attirer l'attention, ça peut être des activités récréatives qui peuvent amener les gens à prendre conscience et à s'engager, à changer ou à prendre des actions en vue d'améliorer la situation. Donc, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que tout cela s'intègre dans une stratégie bien pensée qui contribue à renforcer l'idée du droit des femmes. Nous allons terminer avec la question qui est sur les langues de tout le monde actuellement, la crise Russie-Ukraine. Est-ce que les organisations des nations, les organes qui regroupent les nations, Nations Unies, OTAN, Union africaine, ainsi de suite, est-ce que toutes ces organisations ont démontré leurs limites? Parce que, à l'introduction de notre magazine, vous avez dit que cette crise va changer la donne. Est-ce que quelque part, toutes ces organisations ont épuisé leur fondement, ou bien il faut se parler des vraies vérités qui cadrent avec nos réalités actuelles et non pas être des organisations, des façades où les gens viennent par conformité et non pour résoudre les préoccupations qu'il y a entre nations. Je prends le cas de la République démocratique du Congo et ses voisins de l'Est, le Rwanda, l'Ouganda par exemple. Donc par exemple, l'Ouganda a été sommé de verser à la RDC 325 millions de dollars pour les exactions commises dans sa partie Est 98 à 2003 par la Cour internationale de justice. Alors, vous soulevez là des questions qui sont très complexes, parce que les relations internationales sont très complexes. Mais ce qui est constant dans les relations internationales, c'est que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et cette crise va peut-être permettre à certains États de se repositionner par rapport à leurs intérêts, par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Mais quels que soient les intérêts des uns et des autres, je crois que tout le monde comprend et comprendra qu'il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre par la guerre. Et que si nous voulons maintenir la paix, il faut des structures qui puissent nous permettre de dialoguer. Et des structures comme les Nations Unies, ce sont justement des structures qui ont été mises en place pour faciliter ces dialogues, pour faciliter la diplomatie plutôt que la confrontation, la guerre. Et donc, c'est probablement trop tôt pour tirer les leçons. Moi, ce que je souhaiterais simplement est qu'au niveau de nos pays, nous Africains,
et en particulier de la RDC, que nous puissions amorcer une réflexion stratégique sur ce que nous souhaitons, comment nous aimerions nous positionner et quels sont nos intérêts stratégiques. Je pense que cette crise doit être une opportunité pour nos différents pays, en particulier la RDC, de s'interroger de façon stratégique sur nos attentes par rapport à toutes ces structures, ces organisations internationales, mais aussi de se positionner par rapport à ses intérêts stratégiques. À titre personnel, je voulais juste conclure en disant que, étant ressortissant de la RDC, je trouve tout à fait inapproprié de soutenir un pays qui a envahi un autre. Parce que c'est inimaginable qu'on puisse envisager la guerre comme réponse à des conflits, réponse à des intérêts. Envisager la guerre comme moyen de résoudre des conflits. Ce n'est pas normal. Je crois que, et imaginez-vous si c'était la République démocratique du Congo qui était envahie par un autre État voisin. Est-ce que nous accepterions cela? Quelles que soient les raisons qui peuvent être avancées, ce n'est pas normal. Donc, en tant que Congolais, si nous trouvons anormal que notre pays soit envahi par un État voisin, nous devons trouver tout autant anormal que la Russie envahisse un pays voisin qui est l'Ukraine. Cela étant dit, s'il y a des conflits, il y a des mécanismes diplomatiques qui doivent être utilisés pour résoudre ces conflits, et c'est la raison pour laquelle justement toutes ces organisations que vous avez citées existent pour cela. Maintenant, si ces organisations ne remplissent pas adéquatement leur rôle, il faut les réformer, il faut trouver des formules qui leur permettent d'être plus efficaces. Mais je refuse l'idée de résoudre des conflits par la raison du plus fort. Nous avons reçu pour vous, depuis Dallas, dans l'État de Texas, M. Maoumba Mabiala, avec notre invité de ce soir. Nous avons traité 3 sujets, à savoir l'accès à la vaccination. Nous avons aussi parlé de l'accès à l'éducation et nous avons insisté sur le mieux vivre ensemble en passant par 3 petits éléments qui sont aussi importants. C'est le mois de la femme. Il a 17 pensées par rapport à la femme et nous avons terminé aussi avec cette question d'actualité sur la crise internationale entre la Russie et l'Ukraine. Monsieur Mabiala Maoumba, un dernier mot pour mettre complètement fin à ce numéro de ce magazine. Nous avons encore l'espoir de nous revoir. Je vous remercie, je vous souhaite plein succès dans votre travail et je serai toujours disponible pour répondre à vos questions. Merci de nous avoir suivis, restez branchés à nos programmes et merci à la maman qui nous a accueillis ici à Dallas, maman. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, restez branchés, que Dieu vous bénisse.